Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Ezaï TV, c'est l'heure du journal dont voici le sommaire. Le déguerpissement des occupants illégaux des espaces publics, toujours d'actualité. On prend l'envol cette fois-ci pour Porto-Novo pour suivre la sortie de sensibilisation du maire de la ville de Porto-Novo et le préfet du département de l'Ouémé. Le ministre du cadre de vie et du développement durable a tenu ce jour la revue à fin décembre du plan de travail annuel 2016 et la validation du PTA et PPM 2017. Toujours dans ce journal, nous suivrons le lancement officiel du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur. Bienvenue à toutes et à tous. Le maire de la ville de Porto-Novo et le préfet du département de l'Ouémé ont effectué une sortie conjointe dans la ville capitale pour sensibiliser les occupants des espaces publics à libérer les domaines publics. Dans la matinée de ce jeudi, la délégation des deux autorités ont sillonné toutes les rues de Porto-Novo. Aurel Kwasi et Eric Adjatogbessi pour le compte-rendu. Sensibiliser les populations et leur annoncer que l'opération de libération des espaces publics débuteront dans les tout prochains jours constitue les messages forts que le maire de la ville de Porto-Novo et le préfet de l'Ouémé ont voulu en personne porter aux populations de la ville capitale. Accompagnée de leur staff et des forces de défense et de sécurité, la délégation conjointe a sillonné toute la ville. On n'a pas eu besoin des engins avant que les gens ne commencent pas à dégager. Je les remercie. Je les remercie pour leur sens patriotique et leur sens civique. Donc la mission, la tour de cette journée nous a rassuré que les choses vont se faire dans la paix et dans la discipline. Les populations saluent cette décision gouvernementale, mais s'insurgent contre l'indisponibilité d'espaces devant accueillir leur nouvelle installation une fois les domaines publics libérés. Pour le préfet du département de l'Ouémé, Porto-Novo est une ville commerciale et l'opération de libération des espaces publics se déroulera méthodiquement. Je voudrais demander à tous ceux qui ne se sont pas exécutés jusque-là que les tout prochains jours, ils verront nos engins sur le terrain. Là, nous allons agir et tout ce qui se trouve dans l'emprise du domaine public, nous allons les dégager, notamment sur les voies bitumées, les voies pavées, les terre-pleins centraux. L'opération de libération des espaces publics est une décision gouvernementale qui émane du régime de rupture qui compte rompre avec les occupations anarchiques et illégales des espaces publics. Il faut souligner au passage que l'opération a déjà démarré à Cotonou et Parakou. Les Porto-Noviens n'ont d'autre choix que de rester sur le domaine privé avant que le bulldozer vienne raser toute installation érigée sur le domaine public. Le lancement officiel du paiement de la taxe des véhicules à moteur a eu lieu ce jour à Cotonou. 2017, première année de mise en œuvre du programme Bénin Révélé est le thème qui a réuni plusieurs acteurs de ce domaine. Tatiana Padé et Abdelkader Achirou. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Ainsi, les agents de la Direction générale des impôts, sous l'égide de leur directeur général, se sont rendus au centre des impôts des petites entreprises numéro 3 du champ de foire CIPE 3 pour accomplir leur devoir civique qui n'est rien d'autre que de payer leurs impôts relatifs à la taxe sur les véhicules à moteur, dit TVM. Cette taxe qui existait déjà a été instituée à nouveau par la loi des finances gestion 2017 voté à l'unanimité par la représentation nationale. Et les agents de la DGID en sont les principaux instigateurs. C'est pourquoi, au cours des contrôles de recouvrement de la taxe sur les véhicules à moteur, pour les agents des impôts particulièrement, la tolérance sera 0. Comptant sur votre sens aigu de patriotisme, je vous prie de suivre donc l'exemple. Après son allocution, le directeur général des impôts ainsi que son adjoint se sont respectivement dirigés vers les caisses pour payer leurs taxes sur les véhicules à moteur. Il faut noter que le paiement de la TVM varie en fonction du véhicule d'usage. Selon Nicolas Yenoussi, l'institution de cette taxe vient rétablir l'équité et la justice car certains contribuables sont déjà en bonne conformité avec cette disposition. Dès lors, son paiement est obligatoire pour éviter les tracasseries routières et les pénalités de retard. Je pourrais citer les sociétés qui payent ce qu'on appelle la taxe sur les véhicules de société TVS, dont le montant est largement plus élevé.
ces entreprises payent néanmoins l'impôt sur les bénéfices et payent d'autres impôts. Pourtant, le législateur, depuis très longtemps, avait institué une taxe sur les véhicules de société. Ensuite, il y a les transporteurs routiers, ceux que nous appelons les taximans, qui payent déjà la taxe unique sur les transports routiers qui a changé de nom l'année dernière, qui est devenue la taxe professionnelle synthétique. Et cette taxe, en tant qu'impôt synthétique, regroupe non seulement leur impôt sur le revenu, mais également la patente et d'autres frais. Le 31 mars prochain est le délai retenu pour le paiement de cette taxe. À en croire le directeur général, au-delà de cette date, il y aura une majoration. De plus, au niveau de la visite technique, les agents sont instruits pour exiger le paiement de cette taxe avant toute opération. Outre cela, la direction des impôts et les forces de l'ordre feront le contrôle du paiement de cette taxe. Le directeur général des impôts et domaines martèle qu'il ne s'agit pas d'une taxe d'entretien des infrastructures routières, mais plutôt d'une ressource non affectée qui servira au budget national pour financer le développement du pays. Et comme le dit l'adage, qui paye ses impôts bâtit sa nation. Toujours ce jeudi 5 janvier 2017, au Palais des Congrès de Cotonou, s'est tenue une séance sur la revue à fin décembre du plan de travail annuel 2016 et la validation du PTA et PPM 2017. C'était en présence du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Didier Tonato. Le ministère du Cadre de vie et de Développement durable a procédé ce 5 janvier à la revue à fin décembre du plan de travail annuel 2016 et la validation du PTA et PPM 2017. Cette activité marque la validation du document d'opérationnalisation du budget 2017, notamment le plan de travail annuel. Au cours de cette assise, il sera procédé donc à l'évaluation quantitative et qualitative des activités menées au cours de cette année 2016, en mettant l'accent sur le niveau d'exécution des indicateurs prédéfinis, les forces, les faiblesses et les difficultés rencontrées, afin que les solutions idoines soient trouvées pour pallier les insuffisances enregistrées et améliorer les performances de notre ministère. Selon le ministre du Cadre de vie et de Développement durable, José Tonato, le budget d'exercice 2017 est insatisfaisant. Les résultats traduisent, vous le voyez très bien, une contre-performance dans la mise en œuvre de notre plan de travail annuel. Gestion 2016, étant donné que l'objectif fixé à fin décembre 2016 au regard des activités planifiées est d'atteindre des taux de réalisation physique et financiers de 100%. Je voudrais rappeler que le budget exercice 2017 s'élève à 149 438 946 000 francs contre, vous le saviez déjà, 35 529 millions de francs en 2016, soit une progression de 321%. Il invite les responsables de structures et coordonnateurs de projets, programmes à plus d'objectivité dans la programmation des résultats à atteindre au cours de 2017. Le premier conseil des ministres de l'année 2017 s'est tenu ce mercredi 4 janvier sous la présidence effective du président Patrice Talon. Ainsi, de son traditionnel point de presse, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, parle du projet de construction du siège de la HAC et de la polémique relative au retrait du Togo dans la construction du barrage d'Ardiarala. On écoute Pascal Irene Koupaki dans les propos recueillis par Cadet Achirou. Ça va se poursuivre. Et l'organisation dans l'exécution de ce barrage d'Ardiarala est en place. Les financements mobilisés. Donc le travail sera fait. Aucun des deux pays n'a renoncé à cela. C'est un immeuble. D'abord, on réalise que toutes les fois que l'État doit construire un bâtiment administratif, on est tous dans le pays, on réalise que cela ne se passe jamais bien. Le siège de l'Assemblée nationale est encore là. Il y a d'autres immeubles qui ne sont pas achevés, d'autres centres de santé qui ne sont pas achevés. Donc il y a un mal quelque part. Est-ce que c'est parce que le financement est direct
par l'État que les choses se passent ainsi. Mais quand les privés doivent construire, ils construisent dans des délais raisonnables. L'État aujourd'hui loue beaucoup de bâtiments administratifs. Et le montant global des loyers que l'État paie chaque année est estimé à 10 milliards de francs CFA. À 10 milliards de francs CFA, si on trouve de nouveaux mécanismes, je crois que le patrimoine de l'État sera renforcé. Donc l'idée vient de là. Vous savez que le programme d'action du gouvernement est multidimensionnel et que nous avons besoin de mobiliser toutes les ressources, aussi bien des ressources intérieures que des ressources extérieures. Les ressources intérieures, c'est les recettes de douane, ce sont les impôts et d'autres recettes du Trésor qui ne sont pas énormes. Nous avons beaucoup de choses à faire et par conséquent, nous devons gérer autrement les ressources publiques. Ça ne vous gêne pas que l'État paie des loyers tous les mois à des privés pour loger ces travailleurs. Ces privés peuvent aussi construire et l'État paiera des loyers, mais à la fin, l'État est propriétaire. Ça n'a rien de sorcier, il fallait tout simplement y penser. Et nous y avons pensé. De toutes les façons, lorsque le bâtiment est construit, personne ne s'intéresse de savoir qui l'a financé, puisque le bâtiment répondra aux normes prévues par l'administration publique dans un partenariat entre l'État et le secteur privé. Ça soulage les finances publiques et nous pouvons utiliser ces ressources à d'autres fins. À présent, suivons les informations de la page inter que nous propose Scholastique Azoma. En Gambie, le chef d'état-major de l'armée, le général Ousmane Badji, clame son soutien au président sortant Yaya Jammeh. Un soutien qui intervient à un moment où les pressions viennent de toutes parts pour que ce dernier quitte le pouvoir après sa défaite à l'élection du 1er décembre. L'option d'une intervention militaire brandie par la CEDEAO est toujours sur la table. Dans son discours de Nouvel An adressé à la nation, Yaya Jammeh qualifie les pressions de la CEDEAO de déclaration de guerre et brandissent le risque d'une confrontation militaire, alors que l'organisation régionale n'exclut pas l'usage de la force pour le faire partie. Le soutien du général Badji représente une armée unie derrière son chef et derrière Yaya Jammeh. Au Cameroun, le correspondant en langue Hausa de RFI, Ahmed Abba, est en détention. Présent de nouveau hier au tribunal militaire de Yaoundé pour une audience pendant laquelle les débats ont porté sur la recevabilité d'un rapport d'expertise présenté comme à charge. Ses avocats dénoncent les vices de procédure qui ont entaché la production du rapport. Le procès n'est toujours pas entré dans l'examen du fond du dossier. Les conséquences pour la prochaine audience sont soit la désignation du nouveau expert pour la production du rapport ou l'acquittement pur et simple de Ahmed Abba. Cette audience qui s'annonce décisive a été fixée au 2 avril 2017. En Israël, la cour martiale israélienne, en 7 mois de procès, a jugé Elor Azaria, un sergent de 20 ans responsable de la mort d'un Palestinien le 24 mars dernier dans la ville d'Hébron en Cisjordanie. Selon les sondages, 67% des Israéliens souhaitent le voir gracié. C'est également le cas d'une bonne partie de la classe politique ainsi que le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou. En Syrie, 2200 familles ont déjà réintégré ces derniers jours le quartier d'Anano à l'est d'Alep, a indiqué le correspondant de l'aide humanitaire de l'ONU en Syrie, Sajjad Malik. La priorité de l'ONU est donc de nourrir les civils et de les protéger du froid. L'ONU et les organisations partenaires fournissent 21 000 repas chauds 2 fois par jour et du bain à près de 40 000 personnes. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur notre site www.ezaitv.com.